Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre cycle de conférences. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Grenard, grand historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement de la Résistance. Et c'est aussi une occasion particulière et symbolique, car nous recevons à la personne de Fabrice Grenard, le directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, fondation sœur et amie de la nôtre. Et je salue la présence donc à mes côtés aujourd'hui de monsieur Jean-Francis Treffel, qui est le directeur général de la Fondation de la Résistance et à qui je vais donner la parole. Bonjour. Oui, merci beaucoup. Bienvenue dans cette superbe salle de la Fondation de la France Libre. Donc, je suis en effet le directeur général de la Fondation de la Résistance et ça me faisait plaisir d'accompagner ce soir Fabrice Grenard, qui est notre directeur historique pour son ouvrage « Les années Résistance », qui a été présenté il y a quelques jours à Blois. Ici, à Paris, je crois que c'est la première présentation que fait Fabrice. Moi, vous le verrez, j'ai pris grand plaisir à feuilleter ce livre qui vient juste de sortir, donc je n'ai pas encore eu le temps de le lire et de l'étudier, mais il y a beaucoup d'éléments nouveaux, et en particulier, quand on regarde l'histoire de la Résistance, par définition, beaucoup de choses se sont passées dans la clandestinité, donc on se dit qu'il n'y a sans doute pas beaucoup de documents. Or, et ce livre, on le voit, nous détrompe, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'éléments sur la Résistance, que ce soit des tracts, que ce soit des articles de presse, que ce soit des correspondances, des rapports, des comptes rendus. Et on voit que plus le temps passe, plus des nouveaux documents apparaissent, et que ceux-ci sont très nombreux, très intéressants, et apportent un éclairage nouveau à l'histoire de cette période de notre pays. Et je suis aussi très sensible à la façon dont est présenté cet ouvrage. Souvent, quand on aborde des livres historiques, on est un peu impressionné par la tâche ardue qui nous attend pour essayer de consommer ou d'arriver au bout de cette lecture. Mais là, pas du tout, puisqu'on alterne à la fois des textes scientifiques qui sont complètement documentés avec des informations, avec des documents, avec des photographies qui donnent beaucoup de plaisir à sa lecture. Et puis nous en parlons souvent avec Fabrice Grenard, avec France Malassis qui a contribué à cet ouvrage, avec Raphaël Bellon. On ne peut pas oublier que dans 15 ans, il y aura un siècle que tout cela s'est passé. Et si on souhaite laisser une trace, à la fois il faut que l'on s'organise, ce que nous sommes en train de faire avec la Fondation de la France Libre, c'est de s'organiser entre fondations mémorielles pour aborder cette période d'une seule voix. Et puis on se dit également que les jeunes générations, si on veut les intéresser, eh bien, il faut sans doute renouveler la façon dont on leur présente ces pages de l'histoire de France. Alors il y a la BD, qui est très importante, qui est fondamentale même pour faire connaître notre histoire, notre pays. Et puis il y a également des ouvrages tels que celui qui aujourd'hui a été rédigé par Fabrice Grenard et qu'il va vous présenter. En tout cas, je suis très heureux d'être ici, puis aux côtés de Fabrice, avec lesquels on travaille au quotidien. Merci à vous. Merci à Jean-Francis Treffel. Alors Fabrice Grenard est l'auteur de nombreux ouvrages sur la période, la drôle de guerre, l'occupation, le marché noir, le régime de Vichy et bien sûr la résistance. Nous pouvons notamment citer les maquisards, combattre dans la France occupée aux éditions Vendémiaire en 2019, la traque des résistants chez Talandier en 2019, le choix de la résistance, histoire d'hommes et de femmes 1940-1944 aux presses universitaires de France en 2021, et puis plus récemment l'an passé Jean Moulin, le héros oublié donc chez Plon. Il vient de signer ce tout nouvel ouvrage. Alors les années Résistance, 1940-1944, aux éditions Talandier, ministère des Armées, avec la contribution de Fabrice Bourret, responsable du service de la médaille de la Résistance française au sein de l'Ordre de la Libération, et de France Malassis, qui est présent également dans la salle, chef du département documentation et publication de la Fondation de la Résistance. Vous rappelez souvent, Fabrice Grenard, qu'il a été dit que la résistance, par sa nature clandestine, avait laissé peu d'archives. Pourtant, de nombreux documents régulièrement exhumés viennent enrichir son histoire. Et vous en apportez la preuve au travers de cet ouvrage qui accorde une large place aux archives et aux documents. Alors, les années résistance constituent une période souvent complexe,
que vous avez su rendre très clair, pédagogique et accessible. C'est un très bel hommage à ces combattants de la liberté que vous faites. C'est pourquoi il était nécessaire de recommander cet ouvrage et de vous inviter ici pour en parler. Bienvenue, cher Fabrice Grenard, à la Fondation de la France Libre. Merci. Eh bien, merci pour ces deux discours introductifs. Et voilà donc un nouveau livre, effectivement, Les années résistance, 1940-1944, un livre illustré qui est un petit peu le pendant, pour ceux qui ont vu passer ou ont lu ce livre, qui est un peu le pendant des archives de la collaboration. C'était un livre catalogue co-dirigé par Denis Péchanski et Thomas Fontaine, à la suite de l'exposition qui avait eu lieu aux Archives nationales sur donc les archives de la collaboration. Et livre à l'époque édité déjà par les éditions Talendier. Il aurait dû normalement peut-être y avoir une exposition sur les archives de la résistance aux Archives nationales qui finalement n'a pas vu le jour, mais avec l'éditeur, donc avec Talendier, on s'est dit qu'il était important de faire un livre sur les archives de la résistance, même si finalement on l'a intitulé les années résistance, et vous allez comprendre pourquoi. Il était important de faire ce livre parce que, effectivement, ça a été dit à la fois par Monsieur Treffel, à la fois par Christophe Bayard. Il y a un petit peu une idée dominante selon laquelle la résistance a produit très peu d'archives. C'est même quelque chose que vous entendez régulièrement à l'université, par exemple, hein, quand on vous explique que, finalement, l'histoire de la résistance, c'est une histoire sans archives, donc ce n'est pas sérieux. Voilà, moi, c'est des choses que j'ai entendues de la part d'universitaires. Ce n'est pas sérieux parce qu'on privilégie le témoignage, si vous voulez, sur des archives qui manquent. Alors, il est vrai qu'il est beaucoup plus facile, hein, en réalité, d'écrire une histoire de la collaboration qu'une histoire de la résistance. Parce que les collaborateurs, ils ont signé tous leurs actes de façon la plus officielle possible, jusqu'au journal officiel de l'État français, ou dans la presse de l'époque, qui était bien sûr la presse officielle totalement contrôlée par le régime de Vichy. Donc très facile d'écrire une histoire de la collaboration, beaucoup plus difficile d'écrire une histoire de la résistance, du fait de sa nature clandestine, et bien sûr, comme tout phénomène clandestin, il y a peu de traces disponibles. Mais après tout, moi, j'ai toujours aimé ça, puisque le marché noir, c'était un petit peu le même problème. J'ai fait ma thèse sur ce sujet, vous voyez, et déjà, on m'avait dit « Ah oui, mais le marché noir, ce sont des trafics, c'est clandestin, donc il n'y a pas de sources. » Des sources, il y en a toujours, et justement, c'est aux historiens d'aller les chercher, d'aller les trouver, et de les confronter entre elles. Alors, ces sources de la résistance, effectivement, d'abord, elles ont toujours existé, mais surtout, elles sont aujourd'hui plus nombreuses, plus facilement accessibles, pour une raison assez simple. C'est qu'en 2015, le président de la République, François Hollande, saisi par un collectif d'historiens, d'historiennes, a décidé d'ouvrir l'ensemble des archives liées à la période de la Seconde Guerre mondiale, y compris les fonds les plus sensibles, les archives judiciaires, policières, les archives de l'épuration. Et grâce à cette décision donc présidentielle, eh bien aujourd'hui, un chercheur qui travaille sur la période de la Seconde Guerre mondiale peut avoir accès à tout, sans connaître ce que moi j'ai connu au début des années 2000, quand j'ai commencé mes recherches. Vous savez, ces demandes de dérogation qu'il fallait faire auprès des archivistes, des délais très très longs, parfois plus d'une année, pour avoir une réponse. Et bien souvent, quand vous aviez une réponse, on vous disait que vous pouviez consulter le fond, mais qu'on allait, avant de vous le donner, en retirer un certain nombre de pièces qui n'étaient pas communicables. Aujourd'hui, ça n'existe plus, et toutes les archives sont désormais immédiatement accessibles. Alors, ça a changé beaucoup de choses pour l'histoire de la résistance, parce que vous avez 3 types d'archives qui, jusqu'en 2015, restaient compliquées à obtenir, et qui aujourd'hui sont totalement accessibles. D'abord, les archives des services secrets. Alors, on est vraiment sur les archives les plus sensibles, notamment les services secrets de la France libre, le fameux BCRA, Bureau central de renseignement et d'action. Alors bien sûr, ces archives concernent prioritairement l'histoire de la France libre. D'ailleurs, elles ont été très bien étudiées
par Sébastien Albertelli dans sa thèse de doctorat sur le BCRA. Mais elles concernent aussi, parce que leur histoire est complètement liée, la résistance intérieure. Pourquoi? Parce que les agents de la France libre qui ont été envoyés en métropole vont écrire des rapports sur ce qu'ils constatent de la résistance intérieure, et puis parce que vous avez aussi toute la correspondance, tous les télégrammes entre eh bien les Français libres qui étaient en métropole et les services de la France libre à Londres. Vous avez par exemple dans les fonds du BCRA tous les télégrammes envoyés par Jean Moulin entre janvier 1942, le moment où il est parachuté en France, et son arrestation à Caluire en juin 1943. Ces archives aujourd'hui, eh bien, vous pouvez les consulter aux archives nationales ou au service historique de la défense. Il y a d'ailleurs quelques doublons, mais c'est désormais très facile. Et nous avons publié dans le livre la note, vous voyez, les instructions du général de Gaulle, que donne le général de Gaulle à Jean Moulin lorsqu'il décide d'en faire son délégué auprès de la résistance intérieure, avec la mission d'unir la résistance intérieure. Et ce document est quand même assez exceptionnel parce que vous n'avez pas là un simple document administratif. La pièce, vous voyez, est annotée par le général de Gaulle lui-même. Ça, c'est dans les fonds du BCRA. Deuxième type de source, ce que les historiens, donc ce sont les archives dites de la répression, ce que les historiens appellent les archives de la répression, c'est-à-dire en fait l'ensemble des archives de la police, de la gendarmerie, des brigades spéciales, des différentes institutions qui ont été amenées sous l'occupation à réprimer la résistance. Ces archives, selon les institutions concernées, vous pouvez les trouver soit aux archives nationales pour les rapports de synthèse, soit à la préfecture de police de Paris, par exemple, pour tout ce qui concerne la région parisienne, soit dans les archives départementales pour tout ce qui relève eh bien, des actions locales et des brigades de gendarmerie, notamment dans la fameuse série, série W, cabinet du préfet. Sous l'occupation, là, c'est vraiment une mine d'or, ces fonds des archives départementales, puisque vous avez absolument toute la documentation qui a permis aux préfets, au cours de la période, de rédiger leur rapport de synthèse destiné au ministère de l'Intérieur. Ces rapports de préfets, il faut souvent s'en méfier, parce que, évidemment, ils sont dans leur rôle, dans leur fonction, et ils ont parfois tendance à cacher un certain nombre de choses auprès de leur autorité de tutelle, en expliquant que tout va bien dans leur département. En revanche, se référer à la documentation qui a servi à rédiger les rapports, là vous avez des sources primaires, vous voyez, des documents bruts, ou avec l'ensemble des arrestations qui ont eu lieu dans le département, les procès-verbaux d'arrestation, etc. Après, libre ou pas au préfet d'en faire état dans son rapport, mais tous ces documents existent. Et il faut bien sûr se méfier de ce genre d'archives, parce que, et ça c'est le travail de l'historien, il faut un regard critique vis-à-vis de rapports de police, de gendarmerie, qui présentent, si vous voulez, une vision bien particulière de la résistance. Pour les forces de l'ordre de Vichy, les résistants sont des terroristes, ce ne sont pas des patriotes. Et tout ça, bien sûr, on le retrouve dans les rapports. Et en même temps, ce qui est très important, c'est que c'est bien souvent la seule façon d'obtenir des sources primaires sur la résistance intérieure. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un résistant est arrêté, à chaque fois qu'il y a une perquisition à un domicile de résistant, que font les policiers ou les gendarmes? Ils saisissent ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire des tracts, des journaux clandestins, de la correspondance, vous voyez, des notes internes, et c'est une façon pour nous, finalement, de trouver des archives qui n'existent pas par ailleurs, en réalité, puisque, on l'a dit en introduction, la résistance étant clandestine, bien sûr, elle n'allait pas, vous voyez, conserver et trier ces archives comme le font n'importe quelle administration. Donc là aussi, on a un fonds d'archives très, très important, et nous publions dans le livre plusieurs documents de gendarmerie ou des rapports de police, mais qui témoignent en fait de ce qu'était la résistance. Et c'est vraiment très important, notamment pour saisir, et j'y reviendrai, l'importance de la résistance et l'impact qu'elle a pu avoir tout au long de la période. Et puis, troisième type de documents qui sont de plus en plus nombreux et qui sont aujourd'hui
accessibles, ce sont les archives privées. Les archives privées de résistants, alors c'est assez simple en fait, à la disparition des derniers résistants, souvent les familles décident de confier les archives personnelles, les archives privées, à des fonds d'archives, archives départementales, si ce résistant a plutôt eu une action à l'échelle locale, archives nationales, lorsque ce résistant avait des responsabilités nationales. Et ces archives privées, là aussi, sont essentielles pour comprendre des trajectoires de résistants, pour comprendre aussi le fonctionnement de certaines organisations. Nous avons, par exemple, publié ici, alors bien sûr, ce n'est pas un hasard, ce sont des archives privées de Jean-Pierre Lévy. Son fils, Jean-Pierre Lévy, est l'actuel président de la Fondation de la Résistance. Mais vous voyez ce qu'on peut trouver dans les fonds d'archives privées, des documents très concrets sur le quotidien des résistants qui témoignent des règles qu'il fallait appliquer dans la clandestinité. Vous avez là les faux papiers de Jean-Pierre Lévy qui, pour essayer de ne pas être reconnu, par exemple, s'est mis à porter des lunettes, vous voyez, sous l'occupation, pour essayer de transformer un petit peu son visage, et qui s'était choisi aussi un lieu de naissance en Afrique du Nord. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Nord, libérée dès novembre 1942, l'administration de Vichy n'avait plus les moyens d'y mener des enquêtes administratives pour savoir s'il s'agissait de vrais ou de faux papiers. Voilà, donc vous voyez des documents d'une nature diversifiée, de nature différente, d'origine variée aussi selon les fonds d'archives, et nous avons essayé donc d'utiliser ces différentes sources dans ce livre illustré. Alors, faire un nouveau livre sur la résistance, quand il en existe déjà des centaines, voire des milliers, c'est aussi, à un moment donné, essayer de se placer sur le plan historiographique et essayer d'avancer des choses nouvelles par rapport à ce qui a déjà pu être dit. Moi, ça fait maintenant près de 10 ou 15 ans que je travaille sur la résistance en France. J'ai commencé avec un certain nombre d'idées reçues qui étaient liées à mes études, à ce que j'ai pu apprendre ou lire dans les livres lorsque j'étais étudiant, dans les années 90. À l'époque, l'ouvrage de référence sur la période, ça restait l'ouvrage de Robert Paxton, bien sûr, qui ne concernait pas la résistance, qui était un ouvrage sur le régime de Vichy, sur la collaboration. Mais en même temps, Paxton avait tendance, finalement, à dire que la résistance ne prenait véritablement de la consistance qu'à partir de 1942. Avant 1942, c'était quelque chose de très minoritaire et qui n'avait guère d'impact sur une société française totalement en soutien au maréchal Pétain. Plus je travaille, moi, sur la résistance, plus je m'aperçois du contraire. C'est-à-dire qu'en fait, la résistance, c'est un phénomène très précoce, qui naît très vite, dès l'été, dès l'automne 1940, et avec un certain nombre d'idées reçues qu'il faut absolument déconstruire. Il y a encore très peu de travaux sur ce qu'on peut appeler finalement la préhistoire de la résistance, c'est-à-dire cette période des débuts. On connaît beaucoup mieux la résistance à partir de 1942, parce que c'est le moment où elle s'institutionnalise. Les mouvements, les réseaux adoptent des organigrammes précis, si vous voulez. Vous voyez, il y a des états-majors, des instructions. Voilà. Donc cette résistance institutionnalisée, c'est la mieux connue. La résistance des débuts, ça reste un petit peu un grand vide historiographique. Il y a bien sûr la thèse très importante de Julien Blanc, mais qui ne concerne qu'une organisation particulière, celle dite du réseau du Musée de l'Homme, qui est la première grande organisation de résistance en région parisienne, organisée autour de cette institution culturelle qui est le Musée de l'Homme, et autour de figures comme Yvonne Odon, Boris Vildé ou Anatole Levitsky. À part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais j'en reviens à cette question des archives de la répression. J'ai co-dirigé il y a 3 ans maintenant un colloque au mémorial de Caen qui s'intitulait « La résistance pionnière au prisme des archives de la répression ». Ce colloque va bientôt être publié aux presses universitaires de Rennes. Et
l'idée de ce colloque, c'était de partir du constat suivant. Cette résistance qu'il fallait inventer, vous voyez, qui est partie de rien, évidemment, elle a produit très peu de documents au départ. En plus, la plupart des organisations qui se mettent en place à la fin de l'année 1940, elles ne vont pas survivre à l'année 1941, en fait, parce qu'elles vont être victimes de la répression allemande en zone nord. Du coup, à la Libération, elles ont tendance, si vous voulez, à tomber dans l'oubli, contrairement aux grands mouvements, par exemple, hein, qui, eux, vont se maintenir tout au long de la période. Donc, effectivement, ces organisations qui ont eu quelques mois d'existence, vous voyez, c'est très difficile d'en retracer l'histoire. Mais si vous utilisez les rapports de police, les rapports de gendarmerie, de la période, par exemple, septembre, octobre, novembre 1940, on ne peut qu'être surpris par le très grand nombre de tracts qui sont diffusés partout en France contre le régime de Vichy, en faveur du général de Gaulle, en faveur des Britanniques. Vous voyez, c'est des dizaines de tracts que l'on trouve dans tous les fonds des archives départementales, et forcément ça interpelle parce qu'on se dit, donc tout ça a commencé très tôt. Et ça a commencé très tôt pour une raison toute simple. Et finalement, j'en reviens moi aussi, vous voyez, à prendre de la distance par rapport à cette formule qui n'est pas si bonne, que j'ai moi-même souvent citée, faire quelque chose. Souvent on dit des premiers résistants, ah, il fallait faire quelque chose comme s'ils ne savaient pas quoi faire. Ça veut dire, vous voyez, c'était compliqué parce qu'il fallait penser la situation, réfléchir, essayer de s'organiser. Tout ça a été compliqué, c'est pour ça que la résistance à ses débuts, elle a été difficile, elle a été dure à mettre en place. Mais en réalité, la résistance, elle s'est imposée à beaucoup d'hommes et de femmes du fait de la nécessité, du fait de l'urgence qu'il y avait de mener des actions concrètes. Et avant même de la penser, la résistance, ça a été un mode d'action, en fait. Un mode d'action. Première action, le refus. Le refus est là, pour moi, un moment vraiment crucial. C'est, alors je suis désolé, c'est pas le 18 juin 1940, c'est pas l'appel du général de Gaulle, qui bien sûr va être l'acte fondateur de la France libre, et qui est un élément très important. Voilà. Mais c'est la mythologie gaulliste qui ensuite va essayer d'en faire un petit peu l'acte de naissance de la résistance et de toutes les résistances, vous voyez, pour bien sûr essayer de placer d'emblée le général de Gaulle comme le chef de toutes les résistances. Mais pour moi, le moment crucial, c'est le 17 juin 1940. C'est l'appel de Pétain à cesser les combats. Et c'est dans cet appel qu'il explique avoir entamé des négociations avec le vainqueur en vue d'un armistice. Et c'est cet appel qui ne passe pas, en fait. C'est cet appel qui ne passe pas et qui va servir chez les premiers résistants de déclencheur. Aussi bien chez ceux qui font le choix de partir, c'est-à-dire d'aller à Londres, qui n'ont pas entendu le discours du général de Gaulle, pour la plupart, mais qui ont entendu le discours de Pétain, et qui, eux, veulent continuer la lutte. Ils refusent de déposer des armes. Et c'est une fois en Angleterre qu'ils apprendront qu'il y a un général dit Gaulle, comme le disent les Anglais, qui est en train de constituer une France libre, et qu'ils peuvent finalement s'enrôler dans une armée sous uniforme français plutôt que dans l'armée britannique ou sous une légion étrangère. Mais relisez Daniel Cordier. Daniel Cordier, lorsqu'il quitte Bayonne, il n'a pas entendu le discours du général de Gaulle. C'est une fois en Angleterre qu'il apprend que la France libre existe. Donc vraiment, importance du 17 juin pour ceux qui font le choix de partir et pour ceux qui font le choix de résister à l'intérieur. Un des premiers gestes de contre-propagande que nous connaissons, ce sont les tracts diffusés à Brive dès le 17 juin au soir. Vous voyez, on voit bien la concordance des temps, hein, dès le 17 juin au soir par Edmond Michelet, qui décide de reprendre des citations de Péguy, hein, cet écrivain patriote mort au champ d'honneur en 1914, et qui explique que l'idée de défaite lui est insupportable et qu'il appelle tous ceux qui refusent l'armistice à le rejoindre pour essayer de développer des actions. Donc vous voyez, ce refus, eh bien, il est immédiat, il arrive tout de suite. Ensuite, vous avez parmi ces actions concrètes qui en fait vont s'imposer aux premiers résistants, la plus fondamentale, je pense, c'est l'aide et le sauvetage.
l'aide et le sauvetage, et là, on a tendance à oublier la grande affaire des premiers mois de l'occupation. La grande affaire des premiers mois de l'occupation, si on se place du côté des résistants, c'est l'aide aux prisonniers de guerre évadés. 1,6 million d'hommes ont été faits prisonniers de guerre lors des événements de mai-juin 40. Et avant d'être envoyés dans les stalags et les oflags en Allemagne, ils stationnent, vous savez, dans des francs de stalag en France. Il y en a beaucoup, notamment dans le centre de la France, la région d'Orléans, vous en avez en région parisienne, dans les... Et c'est un moment, là, c'est quelques mois de transition qui est favorable aux évasions. C'est beaucoup plus facile de vous évader d'un front de stalag en France que d'un camp en Allemagne. Donc vous avez en fait des dizaines de milliers de prisonniers de guerre qui s'évadent, mais qui s'évadent avec leur uniforme et qui sont immédiatement repérables du coup par la population et par les forces de l'ordre. Et que font ces prisonniers de guerre évadés? Ils vont taper à des portes afin de demander de l'aide. Et là, vous avez donc des hommes, des femmes qui se retrouvent devant cette situation particulière d'avoir à désobéir. Un geste totalement anodin, ouvrir ou pas sa porte pour aider un prisonnier de guerre, c'est en fait le choix déjà de désobéir ou pas. Et il faut bien le dire, il y en a quand même beaucoup qui désobéissent. Parce que dès l'automne 1940, vous avez en France des filières déjà très organisées qui fonctionnent pour permettre aux prisonniers de guerre évadés d'avoir des vêtements civils, de pouvoir être un peu cachés en zone occupée, le temps de trouver un moyen de rejoindre la zone sud et finalement d'échapper aux Allemands. Et ça, c'est vraiment une action fondamentale. Il suffit de lire, par exemple, tous les témoignages de Germaine Tillon, l'ethnologue Germaine Tillon, qui s'est occupé de cette affaire-là, de l'aide aux prisonniers de guerre évadés, dès l'automne 1940, avec le colonel Houet, pour bien comprendre, en fait, comment, vous voyez, avant même de s'imaginer résistant, avant même d'imaginer les sacrifices enfin les risques que l'on court, on agit. On agit et on réfléchit après, en fait. Sauf que, dès que vous avez agi, vous êtes déjà dans un engrenage qui peut vous faire basculer dans la résistance. Troisième type d'action, renseigner. Et là aussi, moi je suis très surpris par la rapidité avec laquelle se mettent dans toute la France en place des réseaux de renseignement qui se donnent pour objectif de faire remonter aux Alliés, enfin aux Alliés, ils ne sont pas nombreux à l'automne 1940, ça y est aux Britanniques en fait, de faire remonter aux Britanniques des informations stratégiques sur ce qui se passe en France occupée, l'état des troupes allemandes, le mouvement des troupes allemandes, etc. Et là aussi, c'est une façon de s'opposer à la défaite et d'essayer de continuer la lutte de façon la plus efficace possible en apportant une aide au seul pays à ce moment-là qui continue de faire la guerre au Reich, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Michel Aulard, le réseau Agir, se met en place dès l'automne 1940, avec l'idée de créer une filière par la Suisse, en s'appuyant sur l'ambassade britannique à Berne, pour faire remonter jusqu'à Londres des renseignements que cet ingénieur, qui est bien introduit dans un certain nombre de milieux industriels, peut assez facilement obtenir. Le vicomte de la Bardonnie, j'y reviendrai, en Dordogne, crée son réseau dès août-septembre 1940, à partir de l'idée suivante, il n'est pas très loin de Bordeaux. Bordeaux est en train d'être transformé par les Allemands en une base sous-marine, pour cacher des sous-marins allemands qui vont jouer un rôle déterminant dans ce qu'on va appeler la bataille de l'Atlantique. La Bardonnie se dit, il faut absolument que j'informe les Britanniques de ce qui se passe à Bordeaux, du nombre de sous-marins présents, et puis des départs et des arrivées de sous-marins, vous voyez. Et c'est ce qu'il fait, tout de suite, dès août-septembre 40. Quatrième urgence, informer la population de ce qui se passe réellement, notamment dans la conduite de la guerre, alors que depuis l'été 40, l'ensemble des journaux français, des radios françaises et de tout ce qui se passe aux actualités françaises dans les cinémas est contrôlé
à la fois bien sûr par Vichy, mais surtout par les Allemands. Regardez les actualités françaises de l'époque. Vous savez, les actualités françaises, c'est ce qui était diffusé dans les cinémas avant les films. C'est-à-dire, c'est l'équivalent un petit peu pour nous du journal de 20 heures. Regardez les actualités françaises de 40, 41. C'est disponible sur le site de l'INA notamment. C'est fascinant. C'est fascinant parce qu'on a l'impression que la guerre, elle est terminée. On vous parle du cross-country qui a lieu à Vincennes, des fêtes folkloriques à Bayonne, de toutes les visites officielles du maréchal Pétain. Vous voyez, on vous présente un certain nombre de choses. Bon, on parle un petit peu de difficultés quotidiennes sans trop s'appesantir, mais on a l'impression que la guerre, elle est terminée, ça y est. On n'évoque jamais la résistance, bien sûr, des Britanniques. On a l'impression que les Allemands ont gagné sur tous les fronts. Et donc, informer, ça veut dire proposer à la population française un autre discours que ce discours-là. Et c'est vraiment l'objectif des premières feuilles, alors d'abord des premiers tracts, et puis des premières feuilles clandestines de la résistance, qui là encore paraissent dès septembre, octobre, novembre 1940. Septembre 1940, la vérité française. Journal clandestin qui est réalisé par un groupe de résistants versaillais. C'est peut-être le premier journal diffusé en zone occupée. La vérité française. Vous voyez, le titre est tout à fait évocateur. Pantagruel, en octobre 1940. Pantagruel, vous voyez, pareil, on est en zone occupée. Alors attendez, je vais le retrouver dans le... parce que j'arrive pas à lire sur le voilà, mais le début, vous voyez, l'accroche de l'éditorial est vraiment évocateur. Hein. Pantagruel est une feuille d'information et non de lutte vaine contre l'autorité occupante. Son but est la diffusion de nouvelles venues d'Angleterre par radio, dont trop peu de gens sont privés et en souffrent. Voilà. Donc bien sûr, l'idée de ces premiers journaux clandestins, c'est d'informer la population que non, la guerre, elle n'est pas terminée, que les Allemands, ils ont pas encore gagné, que la Grande-Bretagne, elle continue de résister, et que Churchill, de toute façon, hein, a bien indiqué au lendemain de Dunkerque qu'il ne se rendrait jamais. Voilà. Mais encore fallait-il que le Français le sache. N'oublions jamais que la France des années 40 n'est pas la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si aujourd'hui on croule sous les réseaux, les sources d'information divers, etc., mais à l'époque, des sources d'information, elles sont très limitées. Elles sont très limitées. Si vous voulez une autre information que l'information officielle diffusée par le régime de Vichy, eh bien, il faut essayer d'écouter la radio anglaise, la BBC, mais c'est interdit. Et puis, c'est plus facile dans le nord de la France que dans le sud de la France, hein, parce que les émissions d'ondes sont plus compliquées à obtenir. Ou alors, peut-être écouter la radio suisse, mais là aussi, vous pouvez peut-être écouter la radio suisse en Haute-Savoie, mais pas à Biarritz, vous voyez. Donc, l'idée des premiers journaux clandestins, c'est vraiment de donner une autre information, et c'est surtout réveiller une opinion qui, bien sûr, est traumatisée par cette défaite de 1940, qui n'avait pas été anticipée, qui n'avait pas été pensée, et vous avez une France totalement traumatisée, et quand on est traumatisé, on a du mal à agir. Donc, il faut essayer de réveiller les consciences pour que la résistance ne prêche pas dans le désert. Donc, vraiment, ça c'est un point sur lequel j'insiste dans le livre, et d'ailleurs ce livre est fait de façon chronologique, mais j'ai été surpris moi-même finalement par le nombre de documents qui concernaient l'année 40. Et l'année 40 prend une place tout aussi importante que l'année 44 en réalité, parce que la résistance existait bien dès les premiers mois de l'occupation. La résistance ou les résistances, puisque vous le savez, il y a deux résistances un petit peu au départ parallèles qui se sont développées, la résistance intérieure et la France libre. C'est important d'en parler, puisque d'ailleurs il existe deux fondations, une fondation de la France libre, une fondation de la résistance. Il est toujours important de rappeler les passerelles qui ont existé entre ces deux résistances, qui au final n'en feront qu'une d'ailleurs, hein, notamment à partir de la création
du Conseil national de la résistance en 1943 et du fait que les résistants de l'intérieur reconnaissent la seule autorité du général de Gaulle. Là aussi, on a parfois tendance à aller un petit peu vite et à dire qu'avant 1942, c'est-à-dire avant que Jean Moulin entre en scène, il ne se passe pas grand-chose. Et que chacune de ces deux résistances évolue un petit peu de son côté sans véritablement se connaître. Il est vrai que Jean Moulin, j'y reviendrai, va jouer un rôle déterminant, mais avant Jean Moulin, il y a bien eu des contacts. Il y a bien eu des contacts et on a essayé d'en parler dans le livre. D'abord parce qu'il faut bien comprendre qu'immédiatement, les deux résistances, d'abord elles ne peuvent pas s'ignorer. En France, on écoute sur les ondes de la BBC les discours de Gaulle, donc on sait bien qu'à Londres, il existe une France libre. Et puis à Londres, régulièrement, vous avez quand même des Français qui arrivent parce qu'ils ont quitté la métropole et qui, avant d'être enrôlés dans la France libre, en général, font l'objet d'interrogatoires, même un peu serrés souvent, pour voir s'ils ne sont pas des traîtres ou des espions infiltrés. Mais à partir de ces interrogatoires, ça permet aussi à la France libre, notamment au BCRA, de savoir ce qui se passe en France occupée, en métropole. Donc ces deux résistances, elles ne peuvent pas s'ignorer. Et elles comprennent aussi très vite qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre parce que les résistants de l'intérieur, il leur faut une aide extérieure. Si à un moment donné, ils veulent bénéficier de financement, d'argent, d'armes, d'équipements, tout ça ne peut venir que de l'extérieur, en l'occurrence de Londres. Et puis, le général de Gaulle, je le disais tout à l'heure, il s'est un peu autoproclamé chef de tous les résistants dès le 18 juin 1940, mais ça veut dire qu'il aura besoin, à un moment donné, d'un soutien effectif de la résistance intérieure, s'il veut que cela se concrétise. Donc, ces deux résistances, elles ont besoin l'une de l'autre, et surtout, c'est très important, les contacts se développent. Là encore, c'est exactement ce que je disais pour les débuts de la résistance intérieure, dès la fin de l'été et les débuts de l'automne 1940. Vous savez que le général de Gaulle crée les services secrets de la France libre en juillet 1940, dirigés par le colonel Passy, parce qu'en fait, il ne veut pas que la France devienne un terrain de jeu pour les services secrets britanniques. Et il sent très bien que les Britanniques vont très vite chercher à envoyer des agents en France pour agir sur les arrières des lignes allemandes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le SOI a été créé par Churchill en juillet 1940. Donc, le BCRA est créé, parce qu'il deviendra le BCRA, et dès juillet 1940, vous avez un premier agent, Jacques Mention, qui est envoyé en France pour essayer, en Bretagne, pour essayer d'obtenir des informations sur la situation de la zone occupée, et surtout sur le dispositif militaire allemand qui est un petit peu en train de se mettre le long du littoral atlantique. Voilà. Jacques Mention ne reste pas longtemps, il reste quelques jours avant de rentrer à Londres, mais suivront ensuite ceux que l'on va appeler les mousquetaires de la France libre. Mousquetaires, ce sont des pionniers, ce sont des gens aussi dont les missions sont un petit peu floues, et surtout qui vont parfois outrepasser un peu la mission qui leur a été donnée par le colonel Passy. Ces mousquetaires, vous les connaissez, Gilbert Renaud, le colonel Rémy, Maurice Duclos, qui va fonder le réseau Saint-Jacques, et Jacques Fourcault, qui lui aussi va fonder un réseau, notamment en lien avec certains milieux militaires. Voilà. Tous ces gens-là arrivent en France par différents moyens. Rémy va passer par l'Espagne, Duclos, lui, arrive en bateau par la Bretagne, vous voyez. Mais tous ces gens-là arrivent en France entre la fin août et la mi-septembre 1940. C'est très tôt. Et leur mission est bien sûr de faire du renseignement, mais d'essayer d'établir des contacts avec des résistants de l'intérieur, voyez, pour créer justement des synergies entre les deux résistances. Et j'en reviens au vicomte de la Bardonney, en Dordogne, qui va jouer un rôle déterminant, puisque Rémy le rencontre en novembre 1940, dans son château en Dordogne, et tout de suite, la rencontre entre les deux hommes fonctionne très bien, et cette rencontre entre un résistant de l'extérieur, donc agent du BCRA, Rémy, et un résistant de l'intérieur,
le vicomte de la Bardoni, va donner lieu au plus grand réseau de renseignement gaulliste de la période, Confrérie Notre-Dame, le réseau CND. Mais là, on a bien un exemple concret de passerelle entre les deux résistances qui fonctionne dès la fin de l'année 40. Un autre agent est également envoyé dans l'Ouest, c'est Jacques Barlier, qui lui va poser les bases de ce qui va devenir le réseau Nemrod. Le réseau Nemrod, dont Honoré d'Étienne d'Orves va devenir le chef lorsqu'il arrive en Bretagne en décembre 1940. Malheureusement, trahi par son radio, Honoré d'Étienne d'Orves est arrêté en janvier. En janvier 41, donc, avec cette arrestation, le réseau Nemrod est démantelé. Ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est que, juste avant d'être arrêté, Honoré d'Étienne d'Orves venait d'entrer en contact avec Germaine Tillon, à Paris. Et il devait la rencontrer à Paris. Pourquoi? Parce que Germaine Tillon, qui s'est qualifiée elle-même de tête chercheuse de la résistance en région parisienne, elle agit aux côtés du colonel Huet, mais elle est aussi en lien avec l'organisation dite du Musée de l'Homme, avec un certain nombre de noyaux de résistants, comme le noyau des écrivains, avec Jean Cassou, le noyau des avocats, avec Norman, vous voyez. Donc elle a une bonne connaissance des débuts de la résistance en région parisienne, et forcément, ça intéresse d'Étienne d'Orves, qui veut s'appuyer sur des structures locales. Et on ne peut pas faire de l'Uchronie, mais si d'Étienne d'Orves n'avait pas été arrêté en janvier 1941, et s'il avait de fait rencontré Germaine Tillon fin janvier, et que du coup, vous voyez, les contacts se seraient davantage développés avec ce qui se passe en région parisienne, peut-être qu'Honoré d'Étienne d'Orves aurait été Jean Moulin, quelque part. C'est-à-dire celui qui aurait pu permettre d'établir des liens et un rapprochement entre les deux résistances. Le problème, c'est que on n'insistera jamais assez aussi sur le fait que cette résistance à ses débuts, hein, si la résistance elle est très précoce, elle est aussi très polymorphe. Et vous savez qu'en histoire, il faut toujours éviter l'anachronisme, c'est-à-dire de penser les choses comme elles vont se terminer. On a tous effectivement en tête l'image d'une résistance unie derrière De Gaulle en 1944 qui combat d'une seule force pour la libération du territoire. Sauf que si on se place à la fin de l'année 40, au début de l'année 41, si on essaie de faire un tableau des grandes forces de la résistance qui existent à ce moment-là en France métropolitaine, eh bien, on voit bien qu'on a des gens qui sont sur des positions totalement antagonistes et que ces gens-là ne peuvent pas travailler ensemble. C'est impossible. Parce qu'en fait, ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Et ils n'ont pas la même vision du monde, en fait. La même vision des événements. Le plus simple, pour nous, 80 ans après, et pour nous qui avons cette chance de savoir comment l'histoire va se finir, le plus simple, c'est bien sûr ceux qui s'opposent à la fois aux Allemands et au régime de Vichy. C'est le cas, par exemple, de l'organisation dite du Musée de l'Homme, dont j'ai déjà souvent parlé, qui publie un journal en décembre 1940. Ce journal s'appelle Résistance, et ce journal a une tonalité à la fois anti-allemande et anti-Vichy. C'est également la position du mouvement d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, Libération Sud, ou du mouvement Libération Nord de Christian Pineau. Encore que, entre le Musée de l'Homme et les deux mouvements Libération, il y a quand même une fracture fondamentale, c'est que le Musée de l'Homme est très intéressé par ce qui se passe à Londres. Et Boris Vildé a à plusieurs reprises cherché à établir un contact avec des Français libres. Et cela montre que lui, il est prêt tout de suite, finalement, à soutenir le général de Gaulle et à se placer sous son autorité. Ce qui n'est pas du tout le cas de quelqu'un comme d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, encore moins de Christian Pineau. Parce que ces gens-là, qui sont plutôt de gauche, considèrent de Gaulle comme un militaire, issu de la droite catholique,
et ils ne sont pas sûrs de ces sentiments républicains et démocratiques. Et vous savez qu'il faudra attendre le début 42, le voyage de Christian Pineau à Londres, et cette fameuse déclaration au mouvement que fera le général de Gaulle, pour que les doutes soient levés, et que là, il n'y ait plus d'ambiguïté possible, et que, effectivement, Pineau annonce son ralliement à de Gaulle. Deuxième positionnement. Vous avez ceux qui s'opposent aux Allemands, mais qui soutiennent, sinon le régime de Vichy, au moins le maréchal Pétain. Et là, si on dresse la liste, ils sont plus nombreux que ceux qui s'opposent à la fois aux Allemands et au régime de Vichy. En zone sud, vous avez par exemple le capitaine Henri Freinet, qui écrit à l'automne 1940 à l'œuvre du maréchal Pétain « Nous sommes passionnément attachés ». Freinet sera le chef de combat, le plus grand mouvement de zone sud. Vous avez François de Menthon, qui fonde en novembre 1940 le mouvement Liberté. Et là aussi, je suis désolé, j'arrive pas à lire, mais vous avez le premier numéro de Liberté du 25 novembre 1940, et il est bien écrit que de Menthon a toute confiance dans le maréchal Pétain. En zone nord, l'OCM, Défense de la France de Philippe Vianney, sont également sur ces positions-là. Soutenir Pétain, ça veut dire qu'il est hors de question de soutenir de Gaulle. À la fin 40, au début 41. C'est pas possible. Et certains des premiers résistants de l'intérieur ont de Gaulle la même vision que Vichy, en fait. C'est-à-dire, ils considèrent que de Gaulle est un traître, qui vit en exil, qui a quitté la France, et surtout, et c'est ça qui va bloquer pendant quand même un temps assez long, et surtout, c'est quelqu'un qui s'est placé au service d'une puissance étrangère. Parce que de Gaulle a beau dire que la France libre est indépendante, on comprend bien que, surtout après Mercedes-Kébir, les choses sont plus compliquées que ça, et que la France libre dépend, au moins logistiquement, totalement des Britanniques. Et des gens comme Freinet, des gens comme de Menthon, considèrent donc que la résistance doit être menée de façon totalement indépendante, et pas depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur. Et c'est pour ça qu'à leurs yeux, la seule personnalité qui peut, à un moment donné, incarner la revanche, c'est Pétain. Parce qu'il faudra préparer une revanche, mais sur le long terme. De toute façon, à la fin 40, très peu de gens, alors de Gaulle peut-être, mais très peu de gens s'imaginent que la libération, c'est pour demain ou même après-demain. De fait, le Reich est victorieux partout. Les Britanniques résistent comme ils peuvent, mais ils sont tout seuls. Les États-Unis ne sont pas encore en guerre, l'URSS non plus, donc tout est très compliqué. Donc, ceux que l'on qualifie effectivement parfois de vichisto-résistants, même si la formule pose débat, parce que moi je pense qu'il vaut mieux davantage l'appliquer cette formule à des gens, par exemple comme le colonel Groussard, ou vous voyez, c'est-à-dire ou le commandant Loustana-Laco, c'est-à-dire des gens qui ont des fonctions officielles à Vichy, tout en pensant faire de la résistance. De Menthon, Freinet, non, ils n'ont pas de fonction à Vichy. Ils sont déjà dans une forme de dissidence dès la fin de l'année 40. D'ailleurs, Freinet démissionne de l'armée, vous voyez, mais il continue de soutenir le maréchal Pétain. Troisième positionnement, ceux qui s'opposent de façon frontale et radicale à Vichy, mais qui ménagent les Allemands, à la fin 40, au début de l'année 41. Ce sont les communistes. Et les communistes, c'est quand même pas rien, parce que c'était, en termes d'adhérents, le plus grand parti politique de l'avant-guerre, et surtout, c'est un parti qui se reconstruit dans la clandestinité, finalement, dès la fin 39, au lendemain de son interdiction par Daladier, et qui, là aussi, on le voit bien quand on lit les rapports de police ou de gendarmerie, qui connaît quand même une certaine activité dans les milieux populaires, dès l'automne 40, qui cherche à mobiliser, mais contre Vichy. Contre Vichy, le régime des trusts, voilà, mais tout en ménageant les Allemands, parce que il y a le pacte germano-soviétique, ce pacte de neutralité entre Staline et Hitler, et les ordres de Moscou consistent à dire de ne pas trop attaquer les Allemands. Voilà. Du moins, c'est la ligne de la direction du parti et de l'appareil. Pas forcément partagée, bien sûr, par tous les militants, mais en même temps, c'est la ligne au niveau de l'organisation. Alors vous comprenez bien que
à partir du moment où on a ces trois positionnements totalement différents, il n'est pas question de penser à ce moment-là qu'une unité est possible. Et même que des contacts, des rapprochements peuvent exister entre ces différentes organisations. Alors, qu'est-ce qui va le permettre? Eh bien, c'est un ensemble d'éléments, à la fois externes et internes à l'histoire de la résistance. Les éléments externes, c'est d'abord tout simplement l'évolution du cours de la guerre. Cette guerre qui, à partir de 1941, surtout 1942, se mondialise. L'URSS est attaquée par le Reich en juin 1941, donc les Britanniques ne sont plus seuls dans la lutte, et puis surtout, décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre. Le rapport de force donc s'équilibre, voire même va s'inverser, entre les forces de l'Axe et les Alliés. Et là, ça change beaucoup de choses pour les résistants, parce qu'ils comprennent que la guerre, elle va se prolonger, elle va durer. Beaucoup pensaient, encore en 1941, qu'à un moment donné, totalement exsangue, la Grande-Bretagne allait finir par, sinon capituler, au moins essayer de négocier une forme de traité de paix. Et à partir de là, résister, ça devenait compliqué, hein, vu les perspectives. Mais à partir du moment où on comprend que la guerre, elle va durer, elle va se prolonger, ça signifie, pour des chefs de mouvement, par exemple, qu'il faut s'organiser, qu'il faut tenir. Et c'est plus facile de tenir à plusieurs que de tenir tout seul. D'où une prise de conscience chez des gens comme Freinet, par exemple, ou de Menton, que même s'ils ne sont pas totalement d'accord avec Dacier de la Vigerie, il serait quand même bon de prendre langue avec lui pour essayer, vous voyez, de créer des effets de synergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui se passe du côté de Vichy. Et là, il y a quand même un moment crucial, c'est le retour au pouvoir de Pierre Laval en avril 1942. Parce que là, les masques tombent sur... c'est la fin de l'hypothèque Vichy. C'est la fin de l'hypothèque Vichy. Et ceux qui croyaient à un potentiel double jeu du maréchal Pétain comprennent bien qu'il n'en est pas question. Et du coup, le retour au pouvoir de Laval amène ceux qui soutenaient encore Pétain à cette date-là à rompre définitivement avec lui. C'est le cas de Menton, c'est le cas d'Henri Freinet, hein, qui dans un numéro de combat du printemps 42 publie une lettre ouverte à Pétain, voilà, annonçant le fait qu'il désormais il ne le soutient plus. Le dernier à se détacher de Pétain sera Philippe Vianney, Défense de la France. Il faudra attendre 1943 et le rôle très important joué par Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle, qui a intégré le mouvement Défense de la France pour permettre de faire basculer Vianney derrière de Gaulle. Voilà. Mais c'est le dernier. L'essentiel, déjà, est joué en 1940. Et puis, du côté de la résistance, vous avez aussi deux forces qui vont pousser à l'unité. D'abord, quelque chose de très important et qu'on a tendance à oublier, en ne retenant que le rôle joué par Jean Moulin, c'est la pression de la base. La pression de la base parce que, souvent, vous avez un cloisonnement, bien sûr, entre les différentes organisations de résistance, entre les différents mouvements. Mais ce cloisonnement, il est effectif au niveau des états-majors. Vous ne pouvez pas à la fois être cadre de Libération Sud et de combat. C'est pas possible. Voyez. Mais à la base, en fait, bien souvent, les gens qui résistent, ils résistent pour les deux mouvements. C'est-à-dire que vous avez des militants qui diffusent aussi bien combat que Franc-Tireur ou Libération Sud. Et eux ne comprennent pas pourquoi, tout en haut, on rechigne à travailler ensemble. Et donc, vous avez cette pression de la base qui se fait quand même de plus en plus forte à partir de 1942 et qui va jouer un rôle important. Puis bien sûr, vous avez le rôle essentiel joué par Jean Moulin. Jean Moulin qui rencontre De Gaulle en octobre 1941 à Londres. De Gaulle en fait son délégué général, d'abord en zone sud, hein, avec mission d'unifier la résistance en zone sud. Ce sera la grande affaire de l'année 1942, et ça va permettre la création des murs, mouvement uni de la résistance, hein, qui unifie les trois grands mouvements en zone sud, et puis ensuite unifier la résistance dans les deux zones. Hein, là, ce sera la deuxième mission de Jean Moulin en 1943, avec bien sûr la création du Conseil national de la résistance, qui est une grande victoire pour Jean Moulin, qui est une grande victoire pour De Gaulle, et qui est une grande victoire pour l'unité de la résistance, hein, puisque ce CNR permet d'unir
la résistance intérieure de toutes ses composantes, mouvements, partis politiques, syndicats, et de la placer sous l'autorité d'un seul chef, le général de Gaulle. Voilà, mais il a fallu surmonter bien des difficultés, des réticences, convaincre des chefs de mouvement qui, bien sûr, étaient attachés à l'indépendance de leurs organisations, et en habile diplomate et en usant aussi de fermeté, bien Jean Moulin parviendra à mettre en place ce Conseil national de la résistance. Un autre thème qui me semble vraiment important et qui vous voyez, je suis plutôt sur des thèmes transversaux en fait, hein, c'est-à-dire des thématiques que l'on retrouve un petit peu tout au long du livre. Un autre thème, c'est la question des rapports entre la résistance et la société française. Avec là encore un certain nombre d'idées qui ont un petit peu la vie dure. L'idée par exemple que les premiers résistants étaient des inadaptés. C'est ce que déclare par exemple Emmanuel Dacier de la Vigerie, vous savez, dans ce fameux documentaire « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls au milieu des années 70. Voilà, Dacier dit « Ah non, mais on était des inadaptés, on était des gens totalement à part, et du coup on était totalement coupés du reste du monde. » C'est peut-être vrai de Dacier de la Vigerie, un aristocrate déchu, fumeur d'opium, écrivain raté, vous voyez. Mais c'est pas vrai des autres résistants qui font le choix de la résistance dès 1940, puisque Freinet est un officier, capitaine, diplômé de Saint-Cyr, de l'école de guerre. François de Menthon est un universitaire, il enseigne à l'université de Lyon. Il recrute des gens comme Pierre-Henri Tedjeune, lui aussi universitaire, à Montpellier. En zone nord, bien, le musée de l'Homme s'appuie sur des chercheurs, des universitaires, des avocats, des écrivains. En fait, vous avez que des gens très bien installés. Alors qui certes sont en rupture par rapport finalement à l'ordre ambiant, mais ce sont des gens très bien installés, et c'est intéressant d'ailleurs de regarder comment ces gens, quand ils cherchent à développer leurs organisations, commencent tout simplement par recruter dans leur milieu. Liberté recrute dans les milieux universitaires de la zone sud. Vous voyez, le musée de l'Homme recrute dans les milieux intellectuels parisiens. Et ça fonctionne. Parce qu'on a des gens justement qui sont intégrés socialement. Donc, ces premiers résistants ne sont pas inadaptés, et surtout, la résistance à ses débuts, elle n'est pas forcément aussi isolée qu'on a voulu le dire, et là, on donne toute leur place dans le livre aux manifestations patriotiques, c'est-à-dire à ces manifestations qui, tout au long de l'occupation, vont se développer à l'occasion de fêtes symboliques, le 11 novembre, le 1er mai, le 14 juillet, vous voyez. Et ces manifestations patriotiques, elles sont tout à fait importantes. La première, peut-être la plus connue, c'est la manifestation totalement spontanée des lycéens étudiants parisiens le 11 novembre 1940, alors que les Allemands et le régime de Vichy ont interdit toute commémoration pour l'armistice, et que normalement les lycéens étudiants auraient dû être en cours. Alors oui, ils vont en cours. Mais à la fin des cours, vers 16h, 17h, ils se dirigent en masse vers les Champs-Élysées pour remonter les Champs-Élysées jusqu'à la tombe du soldat inconnu. C'est la première grande manifestation collective sous l'occupation. Et c'est pas la seule. Parce que parfois on a une vision un petit peu, mais c'est normal, on est en France, on a une vision un petit peu trop centrée sur Paris, mais on insiste beaucoup dans le livre sur tout ce qui se passe en province. Parce que le 11 novembre 1940, bien sûr que vous avez la manifestation des lycéens étudiants parisiens, mais vous en avez aussi à Brest, à Lille, à Compiègne, voyez. À Nantes, vous avez des étudiants qui vont dresser le drapeau tricolore sur la cathédrale de Nantes, et ça va mettre en colère les Allemands, et tout ça, c'est très important. Et puis ensuite, eh bien, notamment les 14 juillet 1941, on va commencer, vous voyez, à répondre aux appels de la résistance, que ce soit sur les ondes de la BBC ou dans la presse clandestine, eh bien, pour arborer des symboles tricolores, vous voyez, pour se rendre en masse sur les places de la République, devant les monuments, devant les statues qui symbolisent la République,
En 1941, on n'a pas encore de grandes manifestations de masse, mais un petit peu partout sur le territoire, là aussi, quand on lit les rapports de police, on voit bien que le phénomène a été quand même relativement important, et il explose le 14 juillet 1942. Vous avez là des photos de ce qui se passe dans plusieurs villes de zone sud le 14 juillet 1942, alors que Vichy refuse de commémorer la fête nationale. À Lyon, à Marseille, c'est près de 100 000 personnes qui descendent dans la rue, vous voyez, qui chantent la Marseillaise, qui arborent des symboles tricolores, et qui montrent finalement qu'ils sont du côté de la résistance. On est en juillet 1942, c'est-à-dire 2 ans avant le débarquement allié, à un moment où le sort de la guerre n'est pas encore du tout joué, parce que si vous prenez une carte, oui, c'est juste après Bir Hakeim, mais si vous prenez... Entre les deux, c'est vrai. Mais si vous prenez une carte des opérations militaires en juillet 1942, on a l'impression que c'est le Reich qui va gagner la guerre. Hein. C'est la deuxième offensive allemande vers le Caucase, vers Stalingrad, c'est l'offensive de l'Afrika Korps en Afrique du Nord, les États-Unis n'ont pas encore remporté de victoire flagrante dans le Pacifique. Donc, vous voyez, on n'a pas des résistants de la dernière heure, là. Hein, c'est ça que je voulais dire. Et pourtant, on a du monde. On a du monde, on a des gens même qui prennent des risques, puisque tous ces gens défilent à visage découvert, donc c'est très facile après de les appréhender. Mais ça me semble très important parce que ça montre bien combien la résistance, elle était enracinée. Et pas qu'en 1944, voyez, dès 1942. Alors, il me reste... Pourquoi ça ne marche pas? Ça y est, c'est bon. Ah voilà. Quel bilan en termes de... Non. Du coup, j'ai été trop loin. Ah. Quel bilan? Finalement, à quoi elle a servi la résistance? C'est un peu la grande question. C'est une question qui n'a cessé d'alimenter, même parfois, certaines polémiques depuis la fin de la guerre, avec, à mon sens, une erreur. Une erreur qui est qu'on a beaucoup trop focalisé sur les aspects militaires, sur la dimension militaire de la résistance. Mais c'est normal parce que c'était devenu un petit peu l'obsession à la fin de la guerre. Il fallait absolument que la France intègre le camp allié, voyez, et ça ne pouvait se traduire que par les armes. D'où le fait qu'on ait fait tout de suite de Bir Hakeim un symbole, d'ailleurs, ou de Koufra, par exemple, pour la France libre. Et pour la résistance intérieure, on fera du Vercors, des Glières, alors que ce sont pourtant des défaites sur le terrain, mais on en fera des symboles pour montrer que la France a bien combattu les armes à la main à sa propre libération. Maintenant, il faut bien dire que le rôle militaire de la résistance, effectivement, peut poser problème parce que les différentes initiatives qui ont été prises en juillet 1944 se sont toutes soldées sur le terrain par des échecs. Elles étaient importantes symboliquement, mais tous les grands maquis mobilisateurs qui se sont constitués, à part peut-être ce qui se passe en Haute-Vienne, au Mont-Gargan, mais sinon au Mont-Mouchet, dans le Vercors, à Saint-Marcel, à chaque fois, vous voyez, les Allemands reprennent le contrôle de la situation, les maquis sont démantelés, et on voit bien que de toute façon, la résistance, mais c'est normal, n'avait pas les moyens de s'engager dans des batailles ouvertes contre les Allemands. D'où des polémiques, peut-être qu'il ne fallait pas agir si vite, peut-être qu'il ne fallait pas attaquer Tulle le 7 et 8 juin 1944, ça aurait évité les pendus de Tulle, voire Oradour. Je rappelle quand même que si on peut discuter effectivement de cette difficulté rencontrée par la résistance en juin-juillet 1944, le rôle de la résistance va être très important dans le contexte du deuxième débarquement de Provence à partir du 15 août 1944. Attendez, même dans le premier quand même, parce qu'au niveau logistique, même si ponctuellement
les initiatives de la résistance ont été défaites militairement, elles ont quand même significativement, je dis pas grandement, significativement aidé les Alliés. Complètement. Non mais vous avez raison. Bon, d'accord, vous avez raison. Quand même le mentionner. Vous avez raison. Ça s'appelle sacrifier des pièces. Un millier de sabotages, surtout des actions de renseignement très importantes, voilà, qui ont été menées en amont. Tout à fait. Simplement, ce que j'explique, c'est que tout ça, on ne va pas en parler après la guerre. Après la guerre, on va parler des polémiques, en fait, des polémiques qui vont accompagner des mobilisations présentées parfois comme trop précoces. Je distingue, moi, ces mobilisations peut-être trop précoces, qui n'ont pas eu un effet militaire peut-être autant important que celui qui était recherché en juin-juillet. En revanche, on parle beaucoup moins en général de ce qui se passe après le 15 août, et là, le rôle de la résistance sur un plan militaire est vraiment très important pour accélérer le calendrier de la victoire alliée. C'est un exemple que je cite souvent. Le général Patch, qui pilote l'opération Dragoon, hein, le débarquement dans le sud de la France, le 15 août 1944, le général Patch pensait qu'il faudrait plusieurs mois aux Alliés pour atteindre Lyon et Grenoble. Or, les Alliés seront à Lyon et Grenoble début septembre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Américains avaient mal mesuré le rôle sur le terrain que pouvaient avoir les FFI, notamment les rescapés du Vercors, les maquis des Hautes-Alpes, etc., qui vraiment ont ouvert la route des Alliés, qui ont harcelé les Allemands qui battaient en retraite, et surtout, c'est très important, qui ont déchargé les Alliés d'un certain nombre d'opérations qui leur auraient fait perdre du temps. Réduire quelques nids de résistance allemands, s'occuper des hommes, bien sûr, s'occuper des prisonniers, vous voyez, et voilà. Donc, très important. Mais, moi je pense que il ne faut pas se focaliser trop sur cet aspect militaire. La résistance, ça a d'abord été une action sociale. C'est ce que j'ai essayé de montrer déjà à plusieurs reprises au cours de cet exposé, parce que vous avez, par exemple, la presse clandestine. Évidemment qu'un journal clandestin, c'est moins spectaculaire qu'une bataille. Mais cette presse clandestine, qui au départ est née avec les moyens les plus artisanaux possibles. Les premiers journaux, on les fait avec des imprimeries d'enfants, parfois. Cette presse clandestine, elle va finir, en 1944, en tirage, par devenir aussi importante que la presse de Vichy. Défense de la France, 450 000 exemplaires au printemps 1944. Tous les grands journaux de mouvement tirent à plus de 100 000 ou 200 000 exemplaires. Et cette presse clandestine, elle a joué un rôle très important. J'en reviens à cette première action, vous vous souvenez, informer. Elle a joué un rôle très important finalement pour informer les Français et surtout pour faire en sorte qu'ils rallient la cause de la résistance. Et en 1944, les Français ne soutiennent plus du tout le régime de Vichy, l'État en place, ils soutiennent les résistants. Moi, je prends souvent l'exemple des enterrements. Vous savez, quand il y a des accrochages entre maquisards et miliciens, quand il y a des morts, il y a des enterrements. À chaque fois qu'un milicien tombe dans ce genre d'accrochage, le régime de Vichy veut organiser en grande pompe de grandes funérailles pour saluer les héros tombés au combat, etc. On demande aux populations locales de se mobiliser, elles ne viennent pas. Elles ne viennent pas, il n'y a que les officiels qui sont là. A l'inverse, quand on enterre des maquisards, là, normalement, les autorités ne doivent pas participer aux enterrements, on demande de donner aucune publicité aux enterrements, mais tout le village est là. Tout le village est là, vous avez... Et le curé est là, le maire est là, etc. Et on voit bien que voilà, la presse clandestine, elle a finalement joué un rôle très important pour que les Français se mobilisent, sans forcément être résistants, vous voyez, mais se mobilisent derrière la résistance. Elle a aussi joué un rôle important en faveur de ces grandes manifestations patriotiques dont j'ai parlé, qui se déroulent tout au long de l'occupation. Elles étaient déjà importantes en 1942, mais alors le 14 juillet 1944, à Paris notamment, là aussi, ce sont des cortèges, des défilés considérables. Et puis surtout, cette presse, elle va éviter, à mon sens, les désordres de la libération que l'on peut trouver dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'elle joue la carte de l'unité. Elle joue la carte
du rétablissement de la légalité républicaine. Elle légitime tout de suite les nouveaux pouvoirs, le GPRF, vous voyez, le CNR. Et tout ça va éviter une situation d'anomie en France au moment de la libération et va permettre que les choses se passent bien. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne le sauvetage. Alors, là, on a un problème, c'est qu'à la fin de la guerre, sauvés n'étaient pas considérés comme résistants. Des gens qui faisaient des demandes pour obtenir, par exemple, la carte de CVR parce qu'ils avaient sauvé des juifs ou des prisonniers évadés, etc., on leur refusait ce statut. Parce que pour avoir la carte de CVR, il fallait avoir été plus de 3 mois dans une organisation précise, avoir participé à des actions qui n'étaient pas le sauvetage. Aujourd'hui, l'historiographie a changé et tous les historiens, ou presque, considèrent que le sauvetage, c'était de la résistance. Parce que c'était même peut-être une action encore plus concrète que des actions militaires, parce que vous sauviez des vies concrètes, concrètement. Et vous vous opposiez au projet exterminateur nazi. Et la résistance, on en parle assez peu, mais elle a joué un rôle fondamental en matière de sauvetage. Pourquoi? Parce qu'elle produit des faux papiers, par exemple. Et là aussi, au départ, les faux papiers, c'est quelque chose d'artisanal. Mais à partir de 1943, ces faux papiers, on les produit de façon industrielle. Et on en équipe tout le monde. Les réfractaires, comme les juifs persécutés, comme les prisonniers évadés, etc. Et c'est très important pour sauver des vies. Et n'oublions pas que 75% des juifs de France ont été sauvés au cours de la période. Pas que grâce à la résistance, puisque beaucoup d'organisations qui s'occupent du sauvetage sont des organisations juives, comme l'OSE par exemple. Voilà. Mais la résistance, elle joue aussi un rôle très important. Diffusion de faux papiers. J'en reviens à la presse clandestine. Tous les journaux de zone sud relayent les appels de Monseigneur Saliège en 1942 à refuser, par exemple, la déportation des Juifs. Et là aussi, ça a un impact sur l'opinion et ça va faire en sorte que beaucoup de Français se mobilisent pour aider et sauver des Juifs. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, des actions beaucoup plus larges que la seule action militaire. Et je terminerai par 3 documents. 3 documents que j'ai sélectionnés dans le livre, qui pour moi sont peut-être parmi les plus, d'abord les plus inédits et les plus révélateurs, en fait, de tout ce que je viens vous raconter. Le premier document, et je remercie encore Franz Malassi pour toute l'aide qu'il a pu apporter, ainsi que Fabrice Bourret, par rapport au travail de recherche documentaire pour ce livre. Le premier document, c'est une planche de photographie. Ce sont les membres du réseau Nemrod, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce réseau, donc dirigé par Honoré d'Etiendorf, réseau qui est démantelé en janvier 1941. Vous voyez, cette planche, c'est aussi celle qui sert à la couverture du livre. Vous avez plusieurs dizaines de personnes qui, après d'Etiendorf, sont arrêtées. Le réseau est quasiment totalement démantelé. Et donc, dans un album photo d'un officier allemand figurent ces portraits. Et moi, ces portraits, écoutez, d'abord là, on a de l'humain. On a des gens qui ne sont pas connus. Moi-même, je ne suis pas capable de vous mettre un nom sur chaque photo. Voilà. On a des ordinaires de la résistance, des gens ordinaires de la résistance, et on est au début. Là, ils sont arrêtés en janvier 1941, ça veut dire qu'en fait, ils résistent pour la plupart depuis l'automne 40. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ces premiers résistants, on voit bien qu'ils sont des deux sexes, on a des femmes, des hommes. Ils sont de tous les âges, des gens plus vieux, des gens plus jeunes, et ils sont de toutes les conditions sociales. On voit bien que vous avez là peut-être des paysans, des pêcheurs, on est en Bretagne, et des gens à l'habit un peu plus bourgeois. Voilà. Premier document que je voulais vous montrer. Deuxième document, vous voyez l'importance des archives de la répression. C'est un organigramme établi par la CIPO-SD, par la police allemande, sur un réseau de passeurs dans le Jura, dans le secteur de Poligny, à la fin de l'année 1940. Et moi, ce qui me fascine, c'est combien la filière concernée, elle est organisée. Et on est fin 1940. Oui. Et ça confirme tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure sur les débuts de la résistance. On voit que cette filière, elle a des rabatteurs, elle a des passeurs,
elle s'appuie sur tout un réseau d'hôtels, de restaurants, de cafés qui servent à héberger les personnes qui veulent franchir la ligne de démarcation. Et il y a ça des deux côtés de la ligne de démarcation. Et on voit bien que là, vous avez déjà peut-être des centaines de gens qui sont impliqués dans cette seule organisation locale qui est cette filière de passage de la ligne de démarcation. Excusez-moi, oui. Le document est fabriqué comment? Parce qu'on voit mal de loin. C'est imprimé, c'est écrit à la main, c'est des petites étiquettes collées? Non, c'est écrit à la main, enfin à la machine. Hein, mais, non, pas à la main. Mais, si, c'est à la main. mais c'est pas collé. C'est pas collé. C'est tapé à la machine sur le document? Tout à fait. Ouais. D'accord. C'est fait sur un PC? Non, enfin, Un PC, un Mac ou un... non, justement, on n'avait pas l'outil. Tout est fait. C'est à quelle taille? Alors ça, à quelle taille? De mémoire, il est à peu près... c'est un format papier. D'accord, c'est pas 4 grandes pages collées. Non. Un format papier. Donc ça a été fait sur un bureau, ça n'a pas été fait sur un mur. Tout à fait, non, c'est sur un bureau. Il est disponible aux Archives nationales, ce document, dans la série 72 AJ. Ok, voilà. Je vous pose la question parce que... Et je peux vous trouver la cote précise. Ok, merci. Et dernier document. Alors, c'est pas celui qui parle le plus de façon illustrée. Je suis désolé, c'est trop petit sur le PowerPoint, mais je vous ai mis un extrait. C'est une note de François de Menthon. Donc, je vous l'ai dit, François de Menthon, c'est celui qui fonde le mouvement Liberté en novembre 40, l'un des premiers mouvements de zone sud. Il était universitaire. C'est une note qui se trouve aux archives départementales de la Haute-Savoie, dans le fonds privé de Menthon, parce qu'il était originaire de Haute-Savoie. Et dans cette note, de Menthon donne des instructions. On est vraiment au début du mouvement. Donne des instructions sur la façon dont la résistance doit s'organiser et la façon dont son mouvement doit fonctionner. Je cite un extrait. « Beaucoup de nos chefs et militants n'ont pas encore compris ce que devait être une action clandestine. Beaucoup n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une action clandestine de longue durée. Je vous demande à vous, les chefs régionaux, à qui j'adresserai par la même voie un message tous les 15 jours, de vous appliquer à faire comprendre les principes d'une action clandestine à tous ceux qui sont sous vos ordres. Ces principes sont, premièrement, l'organisation, deuxièmement, le secret, troisièmement, la discipline. » Donc là, on a vraiment, encore une fois, une pièce qui témoigne des débuts de la résistance et qui rappelle surtout que les premiers résistants, c'était des gens comme vous et moi, c'est-à-dire qui n'étaient absolument pas du tout préparés à résister. Et du coup, à basculer dans la clandestinité. Un universitaire, pas forcément préparé à devenir un hors-la-loi clandestin. Et pourtant, c'est ce qu'ils vont devenir. Et vous avez là quelqu'un comme de Menthon qui, lui, prend très vite conscience que faire de la résistance, c'est respecter des règles, c'est respecter le secret, mais on voit bien qu'il est inquiet parce qu'il voit qu'autour de lui, ces règles ne sont pas toujours respectées, et il essaie de faire en sorte que son organisation se professionnalise sur le plan de la clandestinité, entre guillemets. C'était peut-être un peu moins vrai pour les communistes. C'était moins vrai pour les communistes, bien sûr, qui, parti révolutionnaire, eux, de toute façon, s'attendaient à être interdits à un moment donné et étaient davantage préparés à la clandestinité, d'où ces fameuses règles de 3, les groupes de 3 cloisonnés entre eux. Et voilà, j'en ai terminé, puisque... Merci bien sûr à Fabrice Grenard pour cette présentation des années de résistance. Alors, il y aura peut-être quelques questions dans la salle avant que nous passions à la séance des signatures, puisque des ouvrages sont disponibles ici ce soir. Est-ce qu'il y a des... N'hésitez pas. Oui, il y en a une. Bonsoir. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir de la discipline dans la clandestinité. Alors c'est sûr que c'est plus difficile à mettre en place de la discipline dans une organisation clandestine que dans l'armée. Ce qui explique d'ailleurs toute la difficulté qui va se poser au moment de l'amalgame, c'est-à-dire quand on va demander à des résistants de devenir des soldats réguliers. Et on va leur demander de respecter des règles effectivement qui étaient plus dures à appliquer dans la clandestinité. Maintenant, si, quand vous êtes dans une organisation clandestine, vous ne respectez pas
un certain nombre de principes de sécurité, de base. Ne pas résister sur son lieu de travail, résister sous une fausse identité, utiliser des pseudonymes, vous voyez, dans les correspondances. Si vous ne respectez pas ça, vous n'avez une durée de vie que de quelques semaines ou de quelques mois. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer pour les premiers résistants de zone occupée. Le musée de l'homme, dont j'ai à plusieurs reprises parlé, ce sont des gens qui résistaient sur leur lieu de travail. Boris Vildé résistait sous sa propre identité. Il ne commence à se poser la question des faux papiers qu'en mars 41. Et il est arrêté en fait juste après. Mais oui. Et bien ils sont tous arrêtés. Ils sont tous arrêtés et effectivement, ça va amener à prendre conscience, ceux qui ne sont pas arrêtés, qu'il faut changer de comportement et qu'il faut essayer de s'entourer de principes de base. De fait, les communistes, eux, parti révolutionnaire, parti qui risquait d'être interdit même avant même le déclenchement de la guerre, avaient prévu un certain nombre de dispositions. Vous avez même, Duclos avait déjà fait l'expérience de la clandestinité dans les années 20 pour échapper à l'arrestation. Donc ils avaient, on va dire, un habitus un peu plus favorable à cet univers-là. Et puis il y a des résistants qui sont des militaires et qui sont habitués à la discipline. Tout à fait. En plus, à l'obéissance, à la discipline. C'est aussi pour ça que si vous prenez la question des militaires, c'est très intéressant parce que beaucoup, tout en ayant des sentiments patriotiques et résistants, ne basculeront vraiment qu'en novembre 1942. C'est-à-dire au moment où le régime de Vichy, auquel ils ont prêté serment, ne leur semble plus légitime à partir du moment où il accepte l'invasion de la zone sud, qui est contraire à la convention d'armistice. Et vous avez évoqué la Savoie, ou la Haute-Savoie, et ça me fait penser vraiment aux militaires qui étaient des chasseurs alpins, Tom Morel, qui étaient très populaires dans la population en question. Tout à fait. J'avais deux questions. La première, vous savez que les Français libres, on estime à peu près le nombre à 70 000, 60 000, 70 000. Est-ce qu'on peut quantifier en nombre les résistants? Oui, vous avez un... Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que vous avez des chiffres? On a le chiffre des résistants qui ont été homologués. C'est-à-dire qui ont reçu, à un moment donné, soit la médaille de la résistance, soit la carte volontaire. Et là, on est sur 300 000. 300 000, mais pour quelle période? Pour l'ensemble de la période. 300 000. En 1940, il y a déjà beaucoup. Ah non, pour 40, on ne peut pas quantifier. Là, c'est impossible. Il y a peu de survivants. Voilà, c'est impossible. Mais sur l'ensemble de la période, on a 300 000, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Tout dépend comment on voit les choses. C'est à peine 1% de la population française de l'époque. En même temps, regardez la situation aujourd'hui. Si vous prenez dans une démocratie où s'engager ne représente aucun risque, si vous prenez le nombre de militants politiques et de syndiqués, par exemple, on n'est pas à 1% de la société française, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois effectivement peu en chiffres absolus, mais c'est aussi beaucoup si on ramène au fait que résister, c'était prendre des risques considérables. Mais ça, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Parce que vous avez tous ceux qui ont apporté une aide ponctuelle à la résistance, qui ont aidé des résistants, etc., qui, eux, n'apparaissent pas dans les statistiques. Tous les gens qui recevaient un pilote ou qui l'habillaient ou qui le nourrissaient, ils n'ont pas demandé leur carte. Exactement. De même que ceux qui ont fait du sauvetage. C'était des femmes. Il y a 1% de volontaires déterminés, ça fait beaucoup. C'est efficace. Oui, oui, c'est ça aussi. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez cité le chiffre de 100 000 à propos des manifestations patriotiques, je crois, autour du 14 juillet, 100 000 ? Alors, c'est le chiffre qui est avancé sur les comptes rendus qui en sont faits sur la BBC ou dans la presse clandestine. C'est vrai que c'est peut-être un chiffre exagéré. Je suis d'accord avec vous. C'est l'ensemble de la France, en tout cas. Ah non, non. Non, non. 100 000 à Lyon, 100 000 à Marseille, ce sont les chiffres avancés. Après, quand vous voyez les photos, il y avait du monde. Donc, pour moi, on est à plusieurs dizaines de milliers, rien qu'à Marseille et à Lyon, c'est sûr. Vous n'avez pas parlé de la France combattante, c'est-à-dire qui se met en place en 42. juillet 42. Vous avez parlé de juillet 42. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça s'analyse historiquement? Tout à fait. La date n'est pas choisie par hasard, en fait. Parce que cette France combattante se met en place juste avant les manifestations du 14 juillet.
Et c'était aussi une façon, pour De Gaulle et la France libre, de montrer qu'ils avaient le soutien de la résistance intérieure. D'où ce changement de nom et cette volonté de se présenter comme France combattante, plus seulement France libre, puisque c'était une façon aussi de dire que la résistance était à la fois extérieure et intérieure, bien sûr. Tout à fait. Il y a un mouvement dont vous n'avez pas parlé, d'ailleurs on n'en parle quasiment jamais, mais qui a passé toutes les étapes dès août 40 que vous avez mentionné, la presse clandestine, etc., qu'ils appellent l'armée des volontaires, avec plusieurs implantations provinciales. Est-ce que vous le voyez apparaître? Est-ce que ça vous semble être dans le courant de ce que vous avez expliqué ou pas? Alors, est-ce que c'est un mouvement? Je vous avoue, je ne connais pas en tant que mouvement. En tant que mouvement, c'est plutôt pour moi. Les mouvements mènent vraiment. Il a été homologué globalement oui. en assimilant toutes ces branches locales dans un gros melting pot. Et il y a eu une erreur sur le nombre de résistants. Mais pour vous donner un exemple, en Normandie, il y avait quelques dizaines. À Paris, il a été créé au 73 rue Bonaparte oui. En août 40. À Poitiers, dont par mon grand-père en septembre 40. Il a publié un journal comme un de ceux que vous avez cité qui s'appelait Le Libre Poitou. Ouais. Et après, en 44-45, ça a été, je dis, homologué dans un grand paquet, mais on n'a pas voulu homologuer les entités locales pour une bonne raison, c'est que le mouvement tant à Paris qu'en province et notamment à Poitiers est tombé à l'été 42, en étant repéré dès juin 42, et du coup, il n'y a pas eu d'action militaire, il y a eu de l'action sociale, de presse, d'influence. En revanche, ils ont ceux qui sont sauvés et qui n'ont pas été déportés, puisqu'il y a plus de la moitié qui sont morts en déportation. Alors les autres ont fait partie d'autres mouvements de résistance en 43 et en 44 jusqu'à la libération. Oui, je ne savais pas. Tout à fait. Il a une plaque à la mairie du 6e arrondissement, Armée des volontaires. Armée des volontaires. Comme quoi, il reste toujours beaucoup de choses à découvrir. Alors d'autres questions? Moi, il me semble quand même qu'il y a eu des militaires résistants et des généraux, parce que quand on lit le livre de Gilles Ragache, il décrit assez bien... Alors, des généraux dans la résistance intérieure avant novembre 42... Des militaires résistants. De l'Estrin, c'était quand même oui, mais... chef de l'armée secrète. Enfin, je ne veux pas faire généraliser, mais moi, j'ai trouvé, en cherchant quand même, qu'il y avait quand même eu, alors, aux prémices de la guerre, des généraux qui n'ont pas accepté la défaite, notamment l'arrivée des Allemands par le nord de l'Europe. Et enfin, je ne vais pas donner tous les noms, mais il y a Delestraint, à un moment, il voulait rejoindre Londres. On lui a dit non, De Gaulle lui a dit non, vous êtes beaucoup plus utile là où vous êtes qu'à Londres. Donc il est resté. Besson, frère, c'est des généraux quand même qui ont été des généraux qui, pour certains, ont mal terminé. Je crois qu'il y en a un, je ne sais plus, le frère, il a fini en camp de concentration au Stuttgart. Oui, enfin, il y a quand même eu des militaires résistants, quoi, ça je veux dire. Oui, mais vraiment, je maintiens le fait que novembre 42, pour tous ces gens-là, ouais. Peut-être un peu avant parfois, mais novembre 42 est une bascule. Ouais. Si vous prenez les militaires, les officiers qui rejoignent depuis la métropole De Gaulle à Londres, ouais. En 40, 41, il n'y en a qu'un, c'est Philippe Leclerc. Il n'y en a qu'un. Ensuite, tous ces... L'amiral Muselier. Oui, mais et Muselier, tout à fait. Oui. Mais sinon, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et tous les militaires dont vous parlez, pour moi, illustrent vraiment ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est des gens qui ont des sentiments patriotes et résistants, mais qui sont dans une forme de double jeu. Ils n'auront pas avec le régime de Vichy tout de suite. De l'Estrin, oui. Mais en même temps, de l'Estrin, c'est quand même en 42 qu'il entre vraiment dans le jeu. Il s'est retiré à Bourg-en-Bresse, il ne se cache pas à Bourg-en-Bresse. Enfin, voilà, il est dans une forme d'opposition, mais pas d'action concrète. Alors après, voilà, Freinet est un militaire, c'est un des pionniers de la résistance au Sud. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de militaires. Je dis juste que pour beaucoup de militaires qui vont s'illustrer de la plus haute des façons dans la résistance, je pense à Tom Morel, le chef du maquis des Glières, par exemple, la rupture, c'est novembre 42.
Alors, il y a également un aspect que vous traitez dans l'ouvrage, hein, c'est dans le bilan de la résistance, c'est aussi ce qui est le thème du CNRD cette année, c'est restaurer la République, refonder la France, hein, c'est aussi ça. Même si on va inviter les personnes à retrouver ces thèmes dans le livre. Oui, et ça montre bien que ce thème du CNRD, il est intéressant cette année parce que c'est un thème large qui permet d'évoquer à la fois les aspects un peu militaires de la libération, mais aussi les aspects plus politiques. Et effectivement, n'oublions jamais que ces résistants, ils étaient un petit peu dans un double combat. Hein. L'action immédiate, hein, pour reprendre le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, l'action immédiate, c'est-à-dire la lutte contre les Allemands, l'insurrection, et puis la préparation des lendemains. Et donc, tous les résistants, et il y avait un consensus parmi eux sur le fait que si la France avait failli en 1940, c'est qu'elle avait besoin d'un certain nombre de réformes de structure importantes, d'où ces comités de réflexion aussi qui se mettent en place, et ces programmes et ces propositions de réforme pour l'après, bien sûr. Il y a un peu plus de 2 ans, dans ce même endroit, et chez le même éditeur Talandier, ministère de la Défense, est venu un de vos collègues, Guillaume Pollack, qui a présenté son Armée du silence. Comment les deux livres, puisque c'est le même éditeur et qu'on est au même endroit, s'articulent-ils? Non, ce sont 2 livres de nature très différente. Le livre de Guillaume Pollack est la publication d'une thèse qui a été soutenue sous la direction d'Ali Aglan à la Sorbonne. Donc là, vous avez un livre très universitaire. Il se trouve que, vous savez, quand on fait une thèse, on sollicite plusieurs éditeurs. Et voilà, il se trouve que Talandier a répondu favorablement à Guillaume Pollack. Mais là, vous avez un livre très scientifique avec 4 notes de bas de page par page, vous voyez, avec de multiples sources d'archives, voilà, qui pour, mais parfois la lecture n'est pas du tout la même, hein, c'est vraiment davantage, même si tout le monde peut le lire, mais c'est davantage destiné aux spécialistes. Là, vous avez vraiment l'idée de faire un livre illustré, de faire connaître des documents d'archives, avec des textes qui sont des textes de synthèse et qui se veulent accessibles au plus grand nombre. C'est 2 projets très, très différents. Complémentaires. Et qui peuvent aussi être complémentaires, bien sûr. Il y avait une question? Non? Très bien. Eh bien, alors, on va effectivement non seulement vous remercier, mais vous applaudir à nouveau, Fabrice Grenard. Et donc, inviter eh bien, les personnes qui nous suivent à se munir de cet ouvrage, donc, qui est un ouvrage, donc on l'a bien compris, qui avait cette qualité de présenter donc, les années résistance avec une véritable efficacité. Donc chez Talandier, les années résistance, Fabrice Grenard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.